Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Aujourd'hui, votre hôte Jus de Melon est en compagnie d'Adam, le bûcheron du cinéma. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Fort bien puisque on va parler d'un film qu'on attendait beaucoup. Et pour cause, le précédent de son réalisateur, Asteroid City, était notre film préféré de 2023. Si je ne m'abuse, on avait mis le même en top 1. C'est vrai, Boris. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et il revient donc 2 ans après avec The Finishing Scheme, qui a été présenté au Festival de Cannes il y a quelques jours et que nous avons donc eu en salle nationalement pour la populace, n'est-ce pas, ce 28 mai. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire comme d'habitude, chez Wes Anderson, nous avons un casting d'une richesse extraordinaire que certains de ses détracteurs d'ailleurs disent ah il y a trop d'acteurs et d'actrices. Mais attendez, les détracteurs, on verra ce qu'ils en disent de ce film. Mais en attendant, qui avons-nous dans le rôle principal? Qui est ce Phoenician, ce monsieur Zaza Corda? Eh bien, c'est Benicio del Toro qui était présent dans The French Dispatch, l'un des films les plus décriés de Wes Anderson, mais que toi tu aimes beaucoup, on y reviendra peut-être au fil de la discussion. Et à ses côtés, je crois que c'est sa première apparition chez Wes Anderson, Mia Thapperton qui joue sa fille, une nonne. Donc ça, c'est le duo principal, père-fille du film. Autour, nous avons Michael Cera qui joue une sorte de tuteur norvégien, ou Tintin, si vous voulez. Ça aussi, on y reviendra. Un mélange entre Hergé et Tintin, quoi. Voilà. Tom Hanks et Bryan Cranston, c'est les Dupont, presque, les Dupont capitalistes, on va dire, qui apparaissent lors d'un segment, parce que le film est segmenté, on y reviendra là aussi. Riz Ahmed, Mathieu Almalric, Jeffrey Wright, Richard Ayoade, Scarlett Johansson et Benedict Cumberbatch, qui sont là pas longtemps, mais qui ont des rôles très importants quand même. Enfin, et quelques apparitions dans des rôles qu'on précisera en zone spoiler, de Bill Murray, William Dafoe, F. Murray Abraham, etc. Même Charlotte Gainsbourg, je crois qu'elle apparaît en photo. Enfin bon, il y a tout un délire là-dessus, mais de quoi parle The Finishing Scheme? Est-ce que c'est un renouveau ou une continuité chez Wes Anderson, hein? Eh bien, c'est l'histoire donc de ce riche homme d'affaires, Zaza Corda, donc un Phénicien. Alors, c'est l'équivalent du Liban, si vous voulez. D'ailleurs, le film est dédié au père de la compagne Wes Anderson, qui était libanais, voilà, qui a été homme d'affaires et qui a connu un petit peu ce monde de requins, ce monde de lions. Donc Zaza Corda, qui est un peu un survivant, c'est-à-dire qu'il est ciblé par plein de manias autour. Il survit à chaque fois à des attentats. Là, il se crash d'avion au début, c'est la 6e fois qu'il échappe à la mort. Et il sent quand même qu'un jour, elle pourrait le rattraper ou pas. Bon, il désigne sa fille unique, alors qu'il a 9 fils à côté, une nonne, qui va devenir en tout cas religieuse. Il la désigne comme seule héritière, c'est intéressant, il choisit la fille et pas l'un des fils, l'héritière de son domaine. Sauf que celle-ci, elle n'a pas vraiment envie, déjà parce qu'elle a une autre vie en tête, et que la relation entre le père et la fille était complètement nulle jusqu'ici. Du coup, plus ou moins d'aventure en aventure, elle va suivre son papa, alors que celui-ci essaye de combler de gap financier de ses trucs. En gros, il essaye d'épurer l'héritage avant que sa fille le récupère, quoi. Il va avoir plein de gens de consortiums différents. Ça, c'est l'intrigue fil rouge, mais c'est pas le plus important. Ce qui est capital ici, c'est de voir comment et si le père et la fille vont se rapprocher et quelles aventures vont faire que peut-être ce riche escroc, parce que c'est un homme d'affaires escroc, esclavagiste et tout, hein, c'est vraiment le mal capitaliste incarné, le gars, est-ce qu'il va redevenir humain avec cette fille? Mystère. Et certains détracteurs pourraient dire, est-ce qu'avec ce film, et moi je me place en avocat du diable des détracteurs, hein, parce que je crois qu'on a aimé le film, est-ce que Wes Anderson va redevenir humain avec ce film? Parce que beaucoup disaient que c'est le dernier. Et je crois, non mais c'est vrai, hein. Donc l'ami Sawyer qui nous écoute, bref. Mon cher Adam, alors, tu l'attendais beaucoup ce film, hein, toujours Oui. le piège des attentes ou pas, c'est compliqué, mais qu'as-tu pensé de ce Phoenician Scheme? Est-ce que ça poursuit la lignée des chefs-d'œuvre pour toi, Wes Andersonien? Bah, en plus, bah, je suis un peu honoré parce que c'est la première fois que je parle de Wes Anderson. J'allais dire Paul Thomas Anderson, rien à voir. Ah Euh, non, mais c'est un autre très bon Anderson. C'est mieux Ah oui, c'est un autre très bon qu'un Anderson autre que Anderson l'autre dont on ne là. sait pas le nom. W. Quoi? Ah, George Euh, W. Ah non, pardon. Non. Oui, l'autre. Non, 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 non. Ah, Mais Wes il y Anderson. a un Précise président, qu'on mais il y a laisse. un président qui est cité dans le film, mais on en Ah oui, parlera plus c'est un tard. autre. Euh, Et bah, Wes Anderson, c'est un peu compliqué mon rapport avec lui parce que moi, je découvre en fait Moonrise Kingdom et je suis ébahi, émerveillé devant ce film parce que je le vois, j'ai 14 ans et en fait, j'ai presque quasiment l'âge des personnages. Les personnages sont un peu plus jeunes que moi,
mais j'ai traversé la phase qu'il traverse dans le film. Donc en fait, je me prends de plein fouet ce qu'on dit le cœur émotionnel andersonien. Et après, je vois d'autres films et je suis plus ou moins intrigué, ou alors je rejette en bloc. Moi, La Famille Tenenbaum est un film que j'ai rejeté en bloc pendant très longtemps. Mis à part que aujourd'hui, je me sens beaucoup plus connecté à ce film, donc un revisionnage va s'imposer. Et je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. J'ai beaucoup de réserves sur The Grand Budapest Hotel, qui est un film en fait où je trouve que il atteint son zénith, comme on dit, moins stylistique. Même si Asteroid City est un autre zénith, mais j'y reviendrai juste après parce que en plus on pourra le comparer avec The Finishing Scheme, qui est très lié thématiquement et qui est une fausse continuité et en même temps très 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 cohérente. En fait, je trouve que c'est bon. Je vais être un peu vulgaire en disant ça, mais c'est un peu le Wes Anderson pour les nuls. C'est-à-dire que moi, beaucoup de gens sont attachés à ce film parce que c'est sûrement peut-être le premier qu'ils découvrent et c'est souvent l'effet que ça donne. Et voilà. Donc je suis un peu déconnecté Wes Anderson. Et évidemment, il y a toujours moi la stop motion hein, il y a une espèce de présence du stop motion hein, dans le film, hein, comme toujours chez Wes Anderson. Même une scène précise qui est, je pense, faite en stop motion. Euh, et évidemment, L'île aux chiens me brise le cœur. Et de Fred Dispatch, c'est pas totalement la première fois où c'est devenu un de mes préférés, mais c'est un deuxième revisionnage. Et puis après, je me prends en 2023 Asteroid City en pleine face. Vraiment. Je me prends un film sur le deuil, sur la peur du gouffre. Le gouffre politique, hein, ce soit la peur de la bombe atomique, la peur d'un nouveau conflit. Le film était pour moi très à l'heure politiquement. Et aussi, c'est un film ouais, sur le deuil, sur la personne qu'on se projette en face. On se projette un miroir de la personne disparue en face. Hein, tout le truc, moi, tout le champ contre champ, parce que c'est très important chez Anderson. Et on y reviendra, parce que dans Finishing Scheme, il continue cette maîtrise du chant contre chant à la perfection. C'est ce duo, moi, Schwartzman et Johansson qui me brise le cœur. Bien plus que la scène avec Margot Robbie, évidemment, qui est très émotionnelle, mais pour moi, c'est vraiment ce duo Johansson-Schwartzman qui, moi, me brise le cœur à un point jamais atteint. Et voilà, ça devient mon film préféré de 2023 et je reprends en fait goût à Wes Anderson et du coup, je me refais ses films. Et du coup, The Fred Dispatch, que moi je trouve d'une fragilité purement scénaristique, hein, parce que le troisième court-métrage est le moins maîtrisé des trois. Et pourtant, en fait, c'est une espèce de fragilité, d'un espèce de deuil, d'un espèce de père qu'on perd un peu, qu'on perd un peu. Hein. L'introduction de Fred Dispatch est pour moi citée dans Finishing Scheme. Avec cette espèce d'introduction de film là où on a moi, deux pères d'entreprise hein, en soi quelque part là où le personnage de Bill Murray dans French Dispatch était justement ce père de la presse. Là, c'est le père qui n'a pas d'enfant pour le coup, Benicio del Toro, qui possède son empire et sa richesse. Il a des enfants. Il a des enfants. Mais il a des enfants. Il a des enfants, mais qu'il a rejetés. Contrairement oui, voilà. au père de Bill Murray. Là où en fait, ça devenait un fantôme, celui qu'on ne voit presque pas, parce qu'on ne voit quasiment pas Bill Murray dans Fred Dispatch. Il meurt dès le début du film. Et c'est une scène que moi je trouve d'un cœur émotionnel absolument. D'une émotion plus théorique. Pour le coup, elle est beaucoup plus théorique. Et voilà. Et j'aime beaucoup The Finishing Scheme, que je trouve avec la continuité à la fois très parfaite en fait de ce bouleversement qu'il a opéré depuis moi. L'île aux chiens, c'est un peu particulier parce que il y a toujours plus d'émotions quand il fait de stop motion. Pour moi, c'est là où en fait, il arrivera toujours à conquérir les gens en fait parce que la stop motion, il y a quelque chose d'attachant de base. C'est le principe même de cette animation qui fait qu'elle est remplie de mouvements et de chair, comme on dit. Mais là, je suis étonné, moi, d'une continuité phénoménale et surtout d'une continuité thématique, peut-être émotionnellement plus théorique, ça on y reviendra, parce que cette espèce
de magnate de l'empire, d'un empire colonial. Hein. Ça sera cité plusieurs fois dans le film que justement il y a cette scène où il dit oui, mais en fait finalement c'est nous qui lui avons retiré la nourriture et tout ça. Mais ils sont payés. Mais voilà, il y a sa continuité que les grands empires européens sont les colonisateurs. Mais ça, tu te prendras un plaisir à en parler, ça j'en suis sûr. Euh, et aussi d'un film plus linéaire, même si, comme tu l'as dit, il est segmenté, mais c'est plus la segmentation en on se balade de points scénaristiques en points scénaristiques. C'est-à-dire que même si Asteroid City était clos, pour moi, c'était la perfection de ce système d'histoire en histoire. Que pour moi, il loupe un peu dans Grand Budapest Hotel, mais je serais un peu tout seul à le penser. Mais après, je pense que c'est peut-être ma sensibilité. C'est peut-être possible, hein, pour le coup. Hein, que, voilà. Que moi, je trouve il est parfait. Et là, il revient à une linéarité presque comme un album de bande dessinée franco-belge. Hein, parce qu'on est sur un album de Tintin. Peut-être un album d'Astérix, si vous voulez, hein, aussi. Oui, C'est-à-dire Blake une et linéarité. Mortimer aussi. Oui, voilà, complètement. Et on va voyager, on va aller de pays en pays pour suivre un objectif précis. Les personnages Ouais. ont un objectif et on y va, quoi. On doit fabriquer le fameux projet Phoenician Scheme. Hum, Et hum. le film va jouer avec ça, justement, de ces dialogues très andersoniens qui vont très vite. Et en même temps, je trouve que c'est là où il assume le plus, c'est ce film-là où il assume le plus son amour, je pense, pour la. Même si. Je sais pas s'il en a déjà parlé, mais je suis quasiment sûr qu'il est fan de bande dessinée franco-belge. C'est sûr et certain. Il n'y a pas photo là-dessus. De toute Et façon, c'est là pour moi où. des films. Il fait des films de cadre. C'est des vignettes cinématographiques, des fois. Donc, Bah, c'est des il y a vignettes, quelque ouais, c'est chose, des vignettes de BD, hein. Donc, il y a quelque chose de bah, BD presque dans de ce film. strip. Bah, de strip américain, comme de cases de bande dessinée franco-belge, quoi. Hum. Et voilà, pour moi, c'est le film où il assume le plus. Et ça donne un film qui bouillonne à la fois d'énergie, de rire, parce que c'est le Wes Anderson le plus drôle depuis peut-être. Je dirais, moi, même si c'est un de ceux que j'aime le moins, mais que je trouve très drôle, c'est de Darjeeling Darjeeling Limited. Ouais. Limited. Ouais, que je trouve c'est un des plus Oui, drôles et un des plus feel good. Et en même temps, c'est presque le contre-pied. On n'est pas tant dans Dark que dans la vie aquatique. Je trouve que c'est le film où il ressuscite la vie aquatique. Pour le coup, dans son pendant oui, peut-être bien plus sûr. sombre encore. Dans son Bah, pendant encore plus sombre que la vie côté renégat aquatique. aussi. C'est le côté renégat de la vie aquatique. Il y a Ah quelque oui, chose totalement. Et, d'alternatif. euh, bon, en gros, j'ai beaucoup aimé. C'était ta question de départ. C'est intéressant. C'est intéressant parce que là, ouais, on voit tout le cinéma de Wes Anderson dans ce film, et pourtant, il y a ce pas de côté, cet ailleurs qu'il tente quand même avec ce métrage, dans le sens où nous reconnaissons pleinement le style Wes Anderson, que ce soit dans la narration et les plans, hein, même qu'il en surjoue parfois, mais on y reviendra peut-être après, il y a aussi quasiment une autodérision dans la confection de ce film, tant et si bien qu'il va lui-même segmenter son histoire et enfermer ses histoires, les histoires qui restent quand même dans un fil rouge, dans des boîtes à chaussures. On disait souvent Wes Anderson, les poupées russes, les boîtes. Et tout. Oui, mais là, il emboîte lui-même les choses, totalement conscient des critiques, entre guillemets, qu'on peut lui faire. En mode, il s'en émancipe, il s'en fiche, il fait ce qu'il veut et il va aussi ailleurs et plus loin. Mais on est en même temps dans la continuité d'Asteroid City sur, on va dire, le regard qu'il porte sur le monde au sens large. Asteroid City, c'était peut-être plus l'Amérique à travers les âges et tout, mais là, c'est le monde au sens large aussi. En plus, ça se passe en 1950, donc on est encore dans cette époque coloniale, fin coloniale, hein, plus ou moins, parce qu'il y a encore une décennie de colonisation, même pour les Français, n'est-ce pas? D'ailleurs, le personnage de Mathieu N'est-ce pas? Amalric, ouais, voilà, il sort tout droit d'un film de Duvivier de l'époque, hein, les Pépé Le Mocco, autres, là, bon, ou Casablanca, parce que moi, j'ai pensé à tout ça. Enfin, il y a des petits trucs. On a pensé aussi, mais ça, c'est pour autre chose. On en parlera après pour les influences à Pressburger Powell. Voilà, hein, parce qu'il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il cite beaucoup de choses, hein, Wes Anderson. Enfin, il s'en cache pas, mais il l'inclut dans son médium.
C'est marrant parce que récemment, je réfléchissais sur un cinéaste très différent, hein, et pas que, parce qu'il y a quand même du surcadrage aussi chez lui. C'est Kiyoshi Kurosawa, qui fait partie de ces réalisateurs actuels qui inventent leur propre médium dans le cinéma. J'en ai parlé en privé avec l'ami Nicolas, avec Sartopolis. Et ben, je pense que Wes Anderson, il fait partie aussi de ces réalisateurs actuels qui créent leur propre médium cinématographique à eux, avec leur logique depuis des années. Et il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça. Et ils arrivent encore à avoir une évolution. The Finishing Scheme, c'est l'évolution Wes Andersonienne, c'est-à-dire que si vous êtes fan du monsieur, vous y retrouverez votre compte. Et en même temps, il va encore plus loin sur le plan politique, là. C'est-à-dire il enfonce le coup d'Asteroid City. Il est très dans sa théorie Wes Andersonienne. C'est pour ça que c'est vrai que niveau émotion, alors émotion pure, genre empathie sur les personnages et tout, à part la fin sur laquelle on reviendra en zone spoiler, pendant tout le film, tu ne peux avoir aucune empathie. En fait, tu n'as aucune empathie avec aucun personnage, vraiment, à part peut-être quelques exceptions, mais par exemple, le personnage, on va dire, du terroriste et tout, c'est ça le paradoxe du film, c'est que des gens qui pourraient paraître vraiment comme le mal absolu, finalement, on se rend compte qu'ils essayent de sortir de ce mal par le mal, parce que le grand mal qui a créé tout cela, c'est le capitalisme et le colonialisme. Donc, il y Bah, a même toute en une fait, quand ils apparaissent à l'écran, ils disent ils font pour la vanne, ceci n'est pas un braquage, alors qu'en fait, c'est un braquage. Et ce sont ceux qui disent toujours désolé, désolé, désolé. Ils n'arrêtent pas de tirer justement sur le plafond. Et ça, je trouve que c'est une scène vraiment rigolote pour le coup. Et voilà, là, il est au cœur émotionnel. personnage de Mathieu Amalric qui s'occupe plus de son lustre que des gens autour, parce que en gros les terroristes c'est des libérateurs du peuple et tout. Alors ça renverra à pas mal de périodes de l'histoire. Peut-être on va penser à Che Guevara et tout, plein de choses. Ils ont un look communiste et ils sont communistes d'ailleurs, ils le disent. Bon bref, l'émotion à part ces petits moments-là, mais bon, on pourrait presque être coupable de ressentir une émotion ou pas, hein, pour des personnes comme ça. Mais ça c'est Wes Anderson qui nous montre que voilà, comment on tisse le mal. C'est-à-dire c'est pour ça que la théorie andersonienne de il n'y a pas d'émotion empathique, c'est que nous avons des personnages au début. Le héros du film, c'est un grand méchant industriel capitaliste qui est donc esclavagiste, qui a renié ses gosses. D'ailleurs, les 9 fils, il lui renvoie bien. Hein, il y en a un qui lui tire à l'arbalète dessus. Hein. C'est un peu un mix quand on les voit entre Moonrise Kingdom et Moonrise Kingdom bloqué et la famille Tenenbaum. Et il y a cette fille. Il y a presque l'idée de presque freudien là-dedans de tu es destiné à ce que ton père t'a forgé. Et vu qu'il les a Ouais. abandonnés, bah en fait ils ne ressentent que haine et rejet pour un père qui est absolument impitoyable, hein. Comme le père Ouais. de la famille Tenenbaum, justement. Ah oui, bah oui, quelque part, oui. Et tu as du coup cette fille qui a été plus ou moins abandonnée au point où elle a envie d'être religieuse. Ça fait 6 ans qu'elles ne se sont pas vues, alors qu'elle va avoir 21 ans. Enfin, il y a un délire derrière. Et c'est le paradoxe global de ce personnage sans émotion, c'est qu'il va aller chercher cette fille pour en faire son héritière. On se demande pourquoi. En fait, tu as presque l'impression que c'est une blague avec lui-même parce qu'il le dit, hein, la mort ne l'aura jamais. Quoi. Il se sent presque immortel à survivre de tout. De ce crash d'avion. Qui survit d'un crash d'avion? Déjà, les possibilités de survivre d'un crash d'avion, c'est peut-être une chance sur 1 million. Et lui, c'est la 6e fois qu'il survit à un crash d'avion. Donc, il y a un côté, il est presque divin. Il parle de personnages bibliques dans le film. D'ailleurs, on a des visions bibliques à certains moments. Mais c'est lui, le gars immortel et tout. C'est-à-dire que d'ailleurs, Wes Anderson, il convoque ici la terrible immortalité du capitalisme et du colonialisme, que ce monde est bouffé par ça. Et en plus, cette scène d'introduction est remarquable, hein, de crash d'avion. Il y a une cruauté derrière, parce qu'il y a du sang, il y a de la violence. Cruauté aussi, il éjecte le pilote qui est viré dans les airs. Et il va survivre. Et d'ailleurs, il y a un truc qui fait que Wes Anderson, il prend les spectateurs en main dans le film. Il les prend en main dans son cinéma. C'est que voilà, il y a des turbulences de l'avion. Et qu'est-ce qu'il va faire, le personnage de Benicio del Toro, au début de Corda? Il va ramasser la caméra qui était tombée. Oui. Il y a plusieurs fois, à un moment, il gifle la caméra. Enfin, il se fait gifler, mais c'est la caméra qui est giflée. Il y a plein de trucs comme ça, et le personnage sort du champ, et puis il est ramené de force du champ. Il y a Et plein puis de même, en jeux là. fait, il n'est pas totalement, dès le début, ramené dans le champ parce qu'il est coupé. En fait, comme si Ouais. le personnage, de toute façon, n'attendait que la mort aussi. Parce que ce n'est qu'un. Moi, en fait, c'est un jeu perpétuel avec la mort. C'est déjà quand est-ce qu'il va mourir et de quelle manière. Ça revient régulièrement dans le film. C'est les possibilités d'assassinat. Il va souvent tester, en fait, les gens qui mentent avec son test, là. Vous savez, le test des battements de cœur et tout, pour savoir si vous mentez ou pas. Carrément un gros mytho de l'histoire, quoi. C'est-à-dire tu peux le camoufler, hein, le fait que tu montes. Et ouais, en fait, il est ramené de force par cette interview, en fait, où on voit pas réellement, on voit pas le crash, on voit les débris d'avion. Donc il y a quelque chose de très,
moi, c'est très pointu, hein, quand un morceau de ferraille tombe. Et là, on voit le charme d'Anderson pour les décors matériels, hein. Pour le coup, là, la matérialité, elle est puissante. C'est-à-dire que, voilà, c'est en débris, c'est en morceaux. Et lui, il apparaît à l'écran. Et on est en train de dicter, en fait, tout ce qu'il est. Il est mort, il est peut-être pas mort. Moi, voilà, résultat de machin. Et on fait tout le background du personnage. Et puis après, tu as cette scène dans la salle de bain qui est extraordinaire où, en fait, on le voit. Moi, Ah oui. c'est un. Le Pardon. générique dessus. T'as le Ouais, générique voilà. dessus. Et ce qui est incroyable, c'est que voilà, cette scène de crash d'avion, c'est vrai que c'est un peu le corda de Schrödinger, c'est-à-dire qu'il est mort et pas mort à la fois à un moment au début du film. Et il Ce apparaît n'est comme qu'une ça. question de vie ou de mort. Oui, ben voilà, bah tiens, pour citer Powell et Pressburger. Et c'est un moment, il y a l'interview du pilote, alors il est mort et tout. Ah, mais non, il est pas mort, il arrive en cadre comme ça. Coucou, je suis là. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que il se sent invincible, immortel et tout, mais en même temps, peut-être qu'il appelle à la mort. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est tellement devenu inhumain, matérialiste, absolu capitaliste, qu'on sent qu'il y a une rupture en lui, qu'il en appelle à quelque chose, au divin aussi, parce qu'il a des expériences de mort imminente, en gros, dans sa tête, prémonition, vision, cauchemar, ou quand il est à deux doigts de crever, mais il meurt pas. Il y a ces passages en noir et blanc, on y reviendra plus en zone spoiler, je pense. Il y a cette idée qu'il en appelle quand même avec une libération qu'il ne peut pas avoir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être le petit enfant qui crie en lui. D'ailleurs, à un moment, il le dit, qu'il a subi une enfance pas terrible. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que le mal, finalement, le mal absolu qu'on a là, il a été créé. C'est-à-dire que le mal, c'est toujours une boucle. Il y a toujours une origine au mal, mais le mal, il se nourrit du mal, quoi. Et c'est peut-être pour ça, indirectement, pour chercher cette émancipation, peut-être une forme de rédemption, il va chercher cette fille, qui, elle, s'est rapprochée de Dieu. Et Dieu, qui pourrait être la pureté du pardon et tout, mais on voit un Dieu, la religion, qui est lié aussi, hein, historiquement parlant, à la colonisation et au capitalisme aussi. Et le film le montre ça. Et tu as tout un jeu là-dessus. Tu as un dilemme moral perpétuel qui se met en place entre les deux personnages, qui sont dans une sorte de purgatoire. Leur vie, c'est une sorte de purgatoire, hein, puisqu'on en appelle au purgatoire. C'est un peu ça. Et c'est vrai que le crash d'avion au début, je me suis dit, au début du film, j'ai dit, oui, il va nous faire de la stop motion avec. Non, voilà. Il fait ça dans L'île aux chiens. Il aurait pu le faire là en stop motion, mais non, c'est Air Corda d'ailleurs, hein, c'est pas Air Trump, hein, c'est Air Corda, parce que bon, Ouais. évidemment. Et il y a cette scène, plus tard, elle reviendra à l'identique. C'est incroyable, hein. Cette scène, elle est rejouée plus tard dans le film, par exemple, avec les mêmes plans, pratiquement. Ouais, avec les mêmes plans, Et le on revient générique. toujours dans cet avion. Et en plus, plus on a ces scènes d'avion, plus c'est rempli. Et ça, on y reviendra plus tard. Oui, Mais c'est oui, aussi oui, le cœur exactement. émotionnel des gens qui vont le suivre, telle une troupe, qui vont l'accompagner au fur et à mesure du film. Mais peut-être que, Ouais, justement, c'est peut-être la solitude, en fait, qu'incarne ce mal. Parce que quand tu es le mal, même si tu as exactement. les Dupont et Dupont qui ont leur entreprise, bah, ils restent seuls Ah oui, moins seuls de tous, en la fait. solitude, elle est marquée. Ce personnage, il est marqué comme solitaire et escroc au début, hein, même par la voix off du Mm. journaliste, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que les scènes d'avion, au fur et à mesure du film, se remplissent comme si justement il y avait une brèche qui remplissait l'espace par l'eau de la vie, parce qu'il y a aussi une question d'eau. Il y a une fuite d'eau, il y a un moment, il y a une scène avec de l'eau, on y reviendra. C'est intéressant Mm. ça. Il y a beaucoup de choses à analyser sur ce point. Et puis alors ce générique où on voit le plan zénithal très Wes Andersonien, tu as l'impression que c'est c'est un tableau quoi, qui est Oui. posé, qui est peint avec une perspective vue d'en haut. Et il le fait durer au ralenti. Et là, tu le sens dans ce générique. Wes Anderson, il dit, vous voyez, voilà, moi j'installe mon cinéma. Hein. Ah, j'ai été critiqué, je m'en fiche. Là, je l'étire au maximum au ralenti pendant 2-3 minutes de générique, voire peut-être même plus de 3 minutes. Je sais pas combien de temps il dure un Et puis en générique. plus, ça nous serve bien, on voit son mode de vie, c'est-à-dire c'est un Ouais, truc qui est très. Bah, en plus, c'est très froid, on dirait presque très médical, blanc, parce qu'on nettoie les blanc plaies, cassé. il est dans son bain, puis après, il y a son vin, puis en plus, le vin est posé dans un espèce de truc qui, à la base, soit qui sert de bain, soit qui sert de toilette, quoi. C'est. À un moment, j'ai remarqué ça, une des infirmières pose le vin dans un espèce de présentoir de toilette ou de bain. Je trouve ça un peu rigolo là-dessus. Et ouais, totalement. Et il joue là-dessus, c'est en ralenti, ça dure longtemps. Puis pour le coup, la partition d'Alexandre Desplat, qui est un long collaborateur de Wes Anderson, là, se joue des tonalités plus sombres, plus. Là, on va dans des. Presque comme si en fait c'était le mal absolu qui avait encore une fois survécu à l'envahisseur, l'envahisseur de la mort. Et c'est un plan merveilleux, presque un peu, pas du troll, mais en mode, en fait, c'est cette esthétique-là que Wes Anderson a développé pendant des années jusqu'à une espèce de radicalité
qui est responsable de ses angoisses aussi. Ça, c'est Ouais. ça, c'est un parce que Wes Anderson, c'est pas c'est boîtes à chaussures, comme on l'a dit. Même ça, il s'en amuse parce que c'est la scène la plus stop motion. En fait, quand il présente les boîtes, Ouais, ouais, ouais. on sent que c'est pas en 24 images par seconde. Et il y a, ouais, voilà, c'est moi Maison Poupée, mais pas oublier que Wes Anderson, ces personnages, ce sont des personnages très sombres. Hein, moi, un des membres de la famille Tenenbaum qui se suicide dans sa salle de bain aussi, qui Oui, ramène oui, oui. à cette séquence-là. Et il y a plein de citations là-dessus. Voilà quoi, ce sont des personnages tourmentés, sombres, qui soit n'attendent que la mort, soit Ouais. qui attendent que une espèce de mort. On en viendra peut-être avec la fin, mais il y a peut-être un écho dessus quoi. Il y a même quelque chose, il me semble, dans Hôtel Chevalier, le court-métrage, où il est il y a le personnage principal dépressif et tout, et enfin, il est déprimé parce que sa femme, tout ça. Enfin, bon. Il me semble que c'est dans la salle de bain aussi qu'il y a un truc. Enfin, j'ai un doute, hein, mais ça me rappelle quelque chose. Je crois que c'était Jason Schwartzman, hein, d'ailleurs, ce personnage. Mm. Il y a, alors c'est marrant, parce que tu parlais d'Alexandre Desplat, ce compositeur français qui fait parfois trop de films. Il Ouais. n'est jamais meilleur que chez Wes Anderson. Hein. Il sait Ah bah oui. l'utiliser. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'il a composé d'autres trucs moins marquants, mais c'est quand même un grand compositeur français. Hein. Attention, Alexandre Desplat. Oui. D'ailleurs, il y a sa fille qui joue, je crois que c'est un caméo photo aussi. C'est, ça commence à devenir très familial, tout ça. Bah, c'est très amusant. Tiens, la fille d'eux. Alors c'est marrant, tiens, les boîtes et tout. Alors c'est pas What's in the Box façon Seven, il n'y a pas la tête de la femme dedans, mais Non, il y a l'absence de la femme. C'est-à-dire qu'à un moment, la mère n'est pas là. La fille se non. rapproche du père pour avoir la vérité aussi, parce qu'elle veut savoir ce qui est arrivé à la mère. Est-ce que le père aurait été aussi méchant sur le point de tuer ou de faire en sorte que la mère se tue? Il y a tout un délire là-dessus. C'est vrai qu'on sent que la rupture, elle est là, quoi. Mais cette rupture, justement, alors c'est après où ça devient à la fois drôle et étrange, pas étrange, mais drôle et burlesque. C'est-à-dire que voilà, le rapprochement père-fille, t'as l'impression qu'elle est là juste pour avoir la vérité, pour essayer de tirer vraiment l'humanité de son père, elle creuse dedans, quoi. C'est pas évident. Alors qu'elle, elle est complètement déshumanisée aussi. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'a pas Bah, la d'émotion. religion appelle à couper des émotions et bah, quand tu es religieuse, tu n'as pas le droit de te marier, tu n'as pas le droit de revoir ta famille et tout. Hein. Tu es condamné à rester dans le monastère, quoi. Et du coup, il y a ces aventures pour que. Alors, il essaye de combler par pourcentage. D'ailleurs, on les voit, les pourcentages. À chaque fois, il obtient moins que ce qu'il veut. Alors, c'est très, très Oui. amusant, ça. Et alors, il y a plein. Alors, ça se passe dans plusieurs endroits de la Phénicie imaginaire. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a encore un monde imaginaire à la Wes Anderson, mais un monde imaginaire qui est réel. C'est-à-dire que, par exemple, Ennui sur Blasé dans. Enfin, je sais pas si c'est Paris, mais c'est pas Paris. Là, c'est la Phénicie. Du coup, c'est intéressant la Phénicie parce que c'est l'ancien nom de ce peuple, de cet endroit ancestral qui est devenu depuis le Liban, etc. Et là, on est dans les années 50, c'est-à-dire qu'il y a un jeu sur le temps par la fausseté du nom de ce lieu. Et ça, c'est très Mm. fort, ça. Et, euh, et donc, il va aller Félicie orientale, supérieure, inférieure, il y a plein de petits trucs comme ça. Et il va essayer d'obtenir des fonds avec plein de gens. Et les premiers qu'on voit, donc, c'est Tom Hanks et Bryan Cranston avec le prince Farouk, joué par Riz Ahmed. Hein. Il me semble que c'est bien Riz Ouais. Ahmed. Hein, oui, voilà. Et il y a ce jeu, et là, on est vraiment dans le mépris colonialiste absolu de ces deux Américains avec des sweatshirts d'université à l'américaine qui, pour Il jouer, joue ils au jouent un basket. truc. Voilà, ils jouent au basket avec le prince Farouk qui a jamais joué à ça parce que c'est pas son sport du tout. Donc il y a, ils imposent ce jeu occidental au prince Farouk qu'ils appellent Farouk. Hein, en plus, ils le Mm. méprisent. Voilà, et on voit cette condescendance coloniale absolue dans un jeu où ils arrivent à mettre tout dedans. Et tout finalement, quand même, le prince Farouk, à la fin, il arrive à mettre le dernier panier de la victoire. C'est très, très drôle. Et ça, là, on est dans un humour grinçant où Wes Anderson, il montre à quel point le monde occidental au sens large et depuis très, 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 très longtemps a méprisé les autres peuples pour dominer de façon capitaliste l'ensemble. Et ça, c'est très Oui. fort politiquement parlant comme scène qui est très drôle hein, en soi. Elle est drôle, hein, mais elle n'est pas drôle aussi. Bah oui, parce qu'on ramène toujours à une réalité. C'est ça chez Wes Anderson, c'est que là où il y a l'humour et on pourrait, une espèce de pic humoristique, un humour noir, à une réalité qui est beaucoup plus sombre et à une espèce en fait de mort en fait des peuples qui ont de toute façon l'Occident a bâti en fait, si là on s'éloigne un peu du film, a bâti en fait les conflits actuels. Hein. Aussi, elle est Ah oui, il en responsable parle. de. Alors,
Ah, il en Il en parle. parle, Anderson. Anderson, indirectement, il y a un personnage de Benedict Cumberbatch, sans en dire plus pour l'instant, qui va parler de guerre perpétuelle. On n'est pas loin de Orwell, là, d'ailleurs. C'est cette idée que la guerre nourrit le capitalisme, hein, aussi. On le sait, l'Amérique, par exemple, bon, après, c'est les hasards de l'histoire, mais si elle est sortie de la Grande Dépression très vainqueur à la fin des années 30, c'est grâce à la Seconde Guerre mondiale en Europe, hein. Enfin, bon, c'est grâce au New Deal aussi, mais c'est-à-dire que le capitalisme, l'effort de guerre et tout, l'économie, il n'est pas mécontent quand il y a des guerres, le capitalisme. Hein, Ah pas bah du tout. non, pas du tout. Et puis même, il en profite pour asseoir son autorité et piller ce qu'il y a à piller et réduire les autres peuples bah justement, du coup, en esclavage. Et c'est comme ça que Corda a bâti son empire, ainsi que du coup son frère Nubar Ouais. aussi. Et il y a la guerre fraternelle des deux. Et c'est ça aussi l'Occident, hein. C'est vraiment le concours de celui qui a la plus grosse entreprise, hein. Bah, eh oui, Au point. Bah oui. c'est ça. Et puis c'est guerre incestueuse, hein, aussi, hein. Ah On bah en oui. revient à l'inceste, hein. Souvent, il y a ce mal incestueux de l'entre-soi. Et c'est grosso modo ça, hein, aussi l'idée. Et il y a l'entre-soi Wes Andersonien lui-même de ses films où il fait une autodérision, en fait, aussi. Et c'est très, très amusant, ça, de faire ce parallèle. Puis bon, après, c'est l'association coloniale des malfaiteurs. On se retrouve avec le français Marseille Bob, joué par Mathieu Amalric, en mode Pépé de Moco, machin, en mode Casablanca, enfin, en mode, on pourrait croire que c'est le Maroc de l'époque, ou l'Algérie, hein, même. Allez, soyons fous, mais bon. Mais c'est quand même toujours plus ou moins la Phénicie, on ne sait pas trop. Et il y a cette idée aussi, voilà, bah, on en parlait, les terroristes qui veulent libérer le peuple. Notre cher Joe, en privé, m'a parlé plus en référence à mai 68, potentiellement aussi. Il peut y avoir un écho. Il était dans The French Dispatch Oui. là-dessus. Plus peut-être libération des peuples par Che Guevara et tout. Mais c'est amusant, ça, parce que c'est presque, c'est une menace absolue, tu vois. Il y a quand même des terroristes et tout. Et on sent que ces gens-là, limite, sont là plus. C'est pas eux la vraie menace, quoi. Parce que la menace, elle Non, a c'est été même c'est pas eux. capitaliste avant, quoi. Bah, même en fait, c'est eux qui, moi, plus tard, les retrouveront sur encore Oui, un crash d'avion. En plus, c'est ça qui est ils vont être rigolo, même salvateurs, ils là-dessus. vont même sauver le mania, hein. Oui. Enfin, c'est l'ironie du sort, quoi. Et Bah oui. c'est ça qui est terrible. Bon, après, bon, il y a plein de choses, hein. La cousine Hilda Scarlett Johansson, qui est peut-être justement le mouton noir de la famille au sens large, cousine germaine, hein. On parle de mariage, si on parlait d'inceste, il imaginerait se Oui. marier à la cousine. Bon, mais Et elle a l'air. mariage arrangé, quoi. Voilà, c'est ça. Et elle a l'air dans une sorte d'utopie où elle est un peu anticapitaliste au coin, mais pas trop, on sait pas trop. Personnage, c'est marrant de convoquer Scarlett Johansson là, un peu de nulle part. Elle qui était quand même le personnage d'émotion de Asteroid City, bien sûr, avec Mmh. notamment ce face-à-face, fenêtre à fenêtre avec Jason Schwartzman dont tu parlais tout à l'heure. Grand moment de la filmographie de Wes Anderson. Et là, il n'y a même pas de chant contre chant. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans la plupart des scènes comme ça, il y a pas, les chants contre chants sont décalés. Je sais Oui. pas si tu as remarqué, mais tu as des. Même je me demande s'ils ne brisent pas la règle de 180 plus d'une fois. Même il y a des contre-plongées d'un champ à l'autre. C'est très étrange. C'est pour marquer Ah bah la rupture émotionnelle, quoi, la ah déshumanisation des bah oui, personnages. totalement. Et puis, bah, de toute façon, moi, c'est souvent un exemple qui est utilisé pour, ben, là, je vais un peu plus loin, mais c'est un exemple qui est souvent utilisé en alchimie, ça, pour, la règle des 180° quand elle est brisée. C'est justement, la séquence de la salle de bain dans La Famille Tenenbaum. C'est, pour moi, la plus belle, brisage de 180° qu'il ait fait dans sa filmo, hein, là-dessus. Et on est sur la déshumanisation, aussi, du coup, de l'être humain quand le cadre chez Wes Anderson en fait, est coupé, du coup, parce qu'il y a toujours un vide quelque part chez Anderson. Et en fait, on le voit quand justement il y a cette scène zénitale de la salle de bain, qui est le premier repas qui va, et il y aura beaucoup de repas dans le film. Et après, ce sera des repas familiaux en quelque sorte, même si c'est pas vraiment un vrai repas. Il y a la signature du contrat où ils sont encore éloignés. Puis après, plus ça va avancer, plus les repas, en fait, la caméra va se rapprocher et le personnage sera au centre du cadre, ramenant à ce plan de début quand il se relève après son crash d'avion et il est en plein cadre, alors que la plupart du temps, il est un peu décentré du cadre. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que le personnage est en train de subir une sorte de mort, c'est-à-dire la mort de cet homme d'affaires sans cœur qui aurait assassiné ses nombreuses femmes à, euh, à celui qui va donner héritage à sa fille
héritage dont la fille ne veut pas. Hein. À chaque fois, dans le film, elle le nie en bloc, ça. C'était plus pour retrouver un père et retrouver et vivre cette aventure de Tintin et déguster des bières. Voilà, il y a plein de choses qu'elle va briser les règles religieuses, les règles Et même sacrées. une histoire d'amour plus ou moins qui est en train Oui, de naître avec le personnage de Michael Cera, le fameux Bjorn, le tuteur, avec. le fameux, qui Ah, ressemble à un mix entre Tintin et Hergé, quoi. Il a vraiment la coupe de Tintin, blond, et il a les. Je crois qu'Hergé avait des lunettes, mais faudrait revérifier ça. Mais il a vraiment la tête d'Hergé, quoi. Je sais d'ailleurs, pas pourquoi. un tuteur qui est passionné par les insectes. Hein, voilà, là, c'est un peu des personnages insectes chez Oui, Wes Anderson dans le film. Hein, c'est un peu. bah, c'est le petit savant, le petit génie Ouais. chez Anderson. Il y a toujours un petit génie Ouais. qui traîne chez Anderson, quoi. Le fameux garçon à lunettes. Mais c'est marrant parce Euh, que ce personnage de Michael Cera, bon, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais on va aller dans la zone spoiler. Ça aurait pu être un des enfants de Moonrise Kingdom qui aurait grandi. Hein. c'est vrai. Ou un des fils C'est vrai. Tenenbaum. Ça aurait pu être le garçon à lunettes de Moonrise Kingdom, exactement. Celui qui Mais trouve l'amour. du coup, c'est marrant parce que moi, tu Non, parlais mais. de cœur, on y reviendra sur le cœur après. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant de rentrer dans la zone spoiler? Parce que là, on va rentrer dans les dernières Ouais, parce que là, on discussions. frôle. Ouais, là, je frôle Ah, pour éviter d'entrer en zone spoiler. Là, ça se sent. Bah, non, moi, personnellement, si. Bon, en tout cas, moi, je le recommande. C'est. Moi, en fait, pour moi, le post Grand Budapest Hotel est pour moi ce qui est arrivé de mieux à Wes Anderson. Et en fait, le oui, film le oui. confirme. Pour le coup. Et même, en fait, bon, on en reviendra plus en détail dans la partie spoiler, mais j'ai hâte de voir dans quelle direction il va aller parce qu'on sent que Wes Hmm. Anderson a besoin de casser ses règles. Là c'est le film. On verra bien parce qu'on peut pas prédire ce qu'un réalisateur va faire. Hein, et évidemment, en fait, un film est né aussi de tel moment dans la vie de quelqu'un aussi de plus tard, qu'est-ce qui va arriver à ce fameux cinéma bien rangé, bien cadré, bien droit dans ses baskets. Voilà. Hmm. On Donc, disait pareil après Asteroid City, hein, et c'est marrant parce que une petite rupture, mais quelle sera la prochaine rupture, quoi? Moi, voilà, c'est je ça. plaisante à moitié, mais à moitié, mais quand même. Je me dis, si Peter Jackson ne veut pas faire le deuxième volet des aventures de Tintin, parce que ça traîne et tout, allez, appelez Wes Anderson. Alors, vous n'aurez pas du tout Ah la oui. même vision que Spielberg, mais ça peut être très Oh fun. non. Ah, ça peut être vraiment rigolo. Et qu'il le fasse en stop motion, par pitié. Moi, je Ah, veux mais un Tintin en oui! stop Ah, bah motion. tiens, tant qu'à y être. Bien sûr, mais allez, voilà, on lance une idée comme ça. Mais sinon, on Voilà, on va lance rentrer une dans idée. la zone spoiler. Tiens, tu parlais de post Grand Budapest Hotel, on va en parler dans la zone spoiler. Hop, 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 voilà, nous y sommes. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a, après le passage avec la cousine et tout, il y a donc le boss final qui s'avère être, alors, oui, le frère, hein, l'oncle Nubar. Ouais. Et pas de Nublar, hein, c'est pas Isla Nublar de Non. Jurassic World. Je me suis pas, mais je pense, j'ai J'ai pensé à ça. dépensé sans compter. J'ai Oui, dépensé ben, sans ah compter. oui, là, ils ont, ah bah oui, vu le capitalisme derrière, ils ont dépensé sans compter. Ils ont peut-être trop dépensé d'ailleurs. Et alors, c'est marrant parce que ça arrive à être l'antagoniste, le mal suprême au-delà du mal, t'as l'impression. Ce personnage de Benedict Cumberbatch, extraordinaire d'ailleurs. Bon, on Oui. l'a vu récemment dans un des courts-métrages Netflix de Wes Anderson. D'ailleurs, il y a des trucs stylistiquement qui rappellent hein, ce qu'il a fait chez Ah bah Netflix. Il a oui. fait sa petite expérimentation chez Netflix, pas pour rien. Et donc, Bah, le champ de maïs qui est celle oui, le du cygne, hein, cygne. le court-métrage Ah, préféré. le Le fameux fameux. cygne. Le film préféré, tout confondu court et long, de notre ami Sawyer, évidemment, le cygne, hein, Oui, il n'endort pas la nuit. Dès qu'il voit un cygne dans un parc, il fuit. ouais, Ben c'est non, les flashbacks. mais on en parlera, enfin des flashbacks, oui, on en parlera des flashs du film. Et donc Ah ce oui. boss final, alors, ouais, combat fraternel et tout, on va en parler de ce combat à un moment. Bon, oui, c'est lui le grand patron derrière qui veut faire tuer son frère, ok, hein, l'inceste, mais aussi fratricide, évidemment, tout va, hein, c'est Ah à bah, l'amour à la mort. Shakespeare, Hein. Ah, mais Shakespeare c'est s'en Hamlet. retourne dans sa tombe. C'est Et Hamlet. t'as du côté Hamlet, t'as le crâne d'Hamlet qui est dans le film d'ailleurs, et je pense Oui, que et il revient voilà. plusieurs fois dans le film, le crâne. Et alors ce combat, mais burlesquissime, je sais pas si on est entre Chaplin et Buster Keaton, mais c'est extraordinaire ce combat, à la fois ridicule et un peu pseudo faussement épique en décalage. C'est Oui. extraordinaire. Ils se sont amusés les acteurs. Là, je pense Ah que ça mais a été là. totalement, ils se battent avec les lampes et en même temps il y a un plan, en fait on n'est plus en zénithal, on est vraiment en contre-plongée où Wes Anderson normalement
quand il fait ses travelling, normalement, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Normalement, c'est toujours comme ça qu'il fait. Moi, même si évidemment, des fois, il le fait pas, mais il y a toujours un sens régulier parce qu'il est réglé comme une horloge, Anderson. C'est un maniaque, hein, ça c'est sûr et certain. Et à un moment, il y a ce plan chaotique là, où vraiment il dérègle complètement sa caméra et comme quand tu le disais, il remet la caméra à sa place. Le personnage au début du film, parce qu'il faut remettre les choses à leur place avant que tout se brise. Parce qu'il y a quelque part aussi la fraternité qu'il veut retrouver avec son frère. Quelque part aussi ça, il veut le retrouver parce que à force d'être avec sa fille, bah il se dit que peut-être ça peut marcher pour son frère. Bah pas de bol, non. Il veut le tuer et c'est peut-être aussi une espèce de réponse négative qu'il faut briser, qu'il faut voilà. Puis en plus il y a ce moment à la fin où il balance une espèce de gaz là, de poison là, où en fait ça ricoche sur sa tête, il le récupère, puis après il le relance près moi en dessous de l'escalier, ça c'est rigolo. Et après il surgit tel un Godzilla qui détruit Tokyo. Et là il détruit le barrage, le fameux Phoenician Scheme, où en fait il faut briser. Bah il faut briser le mal, comme tu le disais, le mal le plus absolu. Mais ça, ce qui est marrant, ça magnifique. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce truc fratricide et tout, il essaye de ressouder. C'est un petit peu ce qu'il avait fait dans Darjeeling Limited. Alors, c'était plus soft, évidemment. Mais il y a cette idée aussi de ressouder les liens. Hein. C'est une des obsessions Wes Andersoniennes avec le deuil, le rapport et tout, aussi à l'union familiale ou non. Parce que au Moonrise Kingdom, il y a la désunion entre les enfants et les parents. Il y a plein de choses on le sent, Wes Anderson, dans son cinéma, il est traversé par ça. On sent qu'il n'a pas eu peut-être la jeunesse la plus... Je ne sais pas si c'est déjà exprimé sur ce point, mais on sent qu'il essaye de régler quelques comptes avec peut-être ce qu'il n'a pas pu avoir plus jeune. Je ne sais pas s'il a eu des problèmes avec sa fratrie ou ses parents. En tout cas, sa famille a dû être très, très brisée, hein, parce que ça revient très régulièrement, notamment la figure du père. La figure du père, ça revient tout le temps, la figure du père. Ah bah oui, elle est brisée, la figure du père. La figure du mentor, tiens, on en revient dans le Grand Budapest Hotel, où finalement elle est encore plus pure que finalement la relation familiale. Le mentor, c'est Ralph Fiennes d'ailleurs, tiens. C'est dommage, Ralph Fiennes, à un moment dans le film, j'aurais aimé qu'il reprenne le rôle qu'il avait dans Conclave, parce qu'on voit une sorte d'évêque prêtre, pape, on sait pas trop, c'est très drôle. Mais pape, justement, il est mort. C'est très drôle, parce que bon, c'est pas Conclave, mais à la fin, c'est le consortium global où tout le monde est réuni, où, bon, ça y est, il peut présenter son projet, Corda. Donc une sorte de Trump Tower, barrage, mur qu'il veut mettre au Mexique. On a compris, hein, et vraiment, c'est écrit Corda au milieu du barrage. Quoi. Vraiment, on ne sait pas ce que c'est subtil. Voilà, bon, enfin, c'est une sorte de barrage, mais c'est vrai que ça aurait pu être le mur de Trump au Mexique, ça peut être la Trump Tower, ça peut être plein de choses. Et justement, après avoir vaincu son frère en l'empoisonnant, hein, grosso modo, ben le frère mourant revient et il vient s'exploser, il vient se suicider, se sacrifier, et il vient sacrifier l'Empire. Enfin, là, c'est juste une maquette, hein, mais dans l'allégorie, il se fait exploser sur la maquette. Et alors là, c'est très amusant parce qu'il joue avec la réalité ou pas de la scène. C'est-à-dire que c'est une maquette, il n'y a pas vraiment de l'eau derrière, c'est pas un vrai barrage. Et ben, tu as l'eau qui vient s'engouffrer de partout. Et à un moment, je me suis dit, après, il y a ce cut, et on va arriver aux scènes en noir et blanc du purgatoire et tout. Il y a ce cut, je me dis, oulala, ça y est, ils sont tous morts. Mais non, même pas. Quoique, peut-être que le final n'est qu'un fantasme d'expérience de mort imminente, on va savoir. Mais bon, en gros, voilà. Mais parce que c'est vrai qu'on passe dans une autre réalité soudaine à la fin, d'utopie finale qui est intéressante. Mais du coup, c'est incroyable de briser ici. Alors, il brise pas le quatrième mur, il brise le mur de l'Empire, il brise le capitalisme. Et cette libération d'eau qui renvoie à quelque chose plutôt dans le film. Et pourtant, c'est très anodin. Il y a cette fuite dans le manoir parfait. Oui. Et c'est comme si justement cette fuite, c'est-à-dire qu'il y a des émotions qu'il essaye de contenir, mais à un moment, elles vont finir par sortir. Parce que au début, il demande à faire réparer le toit. Le toit qui fuit en plus. Bizarre ça. Oui. Et cette idée qu'à un moment, la brèche, elle va exploser. Et c'est à ce moment-là où ça devient intéressant. Alors, avant de parler des scènes de purgatoire, ce sera notre dernière digression et on va dire analyse, mais le fait est que en fait, l'eau est libérée, ça libère les émotions, et à la fin, enfin, dans l'épilogue,
dans la dernière boîte Wes Andersonienne. C'est la 5e shoebox, l'épilogue. Ben, Zaza Corda n'est plus ce capitaliste-là. Il est devenu juste cuisinier, resto, enfin avec sa fille. Il fait même la plonge, c'est très important. Il est au bas Oui. de l'échelle, voilà. Et les deux sont heureux. Le Bjorn, on n'a pas parlé, notre Tintin, qui est pas plus tuteur norvégien que toi et moi, nous sommes pâtissiers, par exemple. C'est juste un espion. Bah, en plus, il est espion. Ouais, c'est un espion en plus à la base. C'est Tintin undercover dans le film. C'est vraiment ça. Quand il se révèle, c'est vraiment Tintin au pays des soviets, quoi. C'est Tintin au pays des soviets, quoi. Et quand il se révèle après les sables mouvants, c'est très intéressante, les sables mouvants, parce qu'elle peint littéralement le personnage de Corda en noir et blanc. Ça, c'est important, vu qu'il y a des scènes en noir et blanc. Et bien, il se révèle tel Tintin, voilà. C'est le Tintin qui se déguise beaucoup dans les Tintins. Évidemment, des fois on rigole. Bon, dans les vieux Tintins, on voyait le côté très réac colonialiste et tout. Bah, colonial, bah ouais. Mais que Hergé, tel le symbole d'Hergé, a voulu réparer. Voilà. Comme, bah oui, justement, et que Björn veut réparer aussi. Et comme Corda veut réparer. Ouais. Et du coup, il y a cette fin extraordinaire. Je me demande si ça convoque pas Pagnol. J'en sais rien. Fais coucou à Samir, Microciné, s'il passe par ici, parce qu'il connaît bien Pagnol. C'est que ça joue aux cartes, tranquille. Alors, ils n'ont pas l'accent du Sud, il ne faut pas déconner. De toute façon, ils ne sont pas français. Mais il y a cette idée de jeu de cartes. Et à un moment, elle dit tiens, ils ont enfin du cœur. Ils demandent du cœur. Oui, le cœur est là à la fin. Ouais. Là, tu me fermes pas le cœur. Là. Non, mais tu as du cœur. Enfin, le cœur est là à la fin. Ben oui, le cœur est là sur les cartes et le cœur émotionnel de la famille qui est reconstruite. Et d'ailleurs aussi, ouais, les fameux passages en noir et blanc qui est le jugement du personnage. À chaque fois, il faudrait compter le nombre de fois où il est jugé dans le film, mais peut-être que ça coïncide avec le nombre de morts qu'il a subi. Qu'il a subi. Je sais pas si ça revient 6 fois ou pas dans le film, mais faudrait compter. Ouais, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, plusieurs fois dans le film, et très tôt, on voit donc dès qu'il passe près de la mort, ou peut-être qu'il vit des expériences de mort imminente. Ou qu'il passe d'un échec à une réussite, d'augmenter ou de baisser le pourcentage. Donc il se voit, alors avec une barbe, d'ailleurs c'est toujours des trucs patriarches et tout, là, bibliques. Il se voit donc dans une sorte de purgatoire, bien sûr, où il va être jugé. Il va être jugé et on sent que c'est ça qui le rapproche d'une rédemption, plus ou moins. Il va être jugé plusieurs fois, Willem Dafoe, avec Murray Abraham, tout ça. Et à un moment, il arrive face à Dieu. Et Dieu, dans le film, le père des pères, est joué par Bill Murray. Et on y revient au début. En plus, un Bill Murray qui refait son apparition, parce que Wes Anderson l'a sorti d'Asteroid City à cause des polémiques. Et là, il le ramène pour jouer Dieu. Quel est le message derrière ? Le père des pères, le père des pervers, parce qu'on sait que, grosso modo, Bill Murray, je crois qu'il a eu la main lourde à ce niveau-là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais grosso modo, c'est qu'il est trop entreprenant vieux jeu et qu'il est un peu sexiste, on va dire ça gentiment, tu vois. Et il l'a rappelé pour jouer Dieu. C'est pas anodin, ça. C'est pas anodin. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire sur la religion, là, au final ? Bah, parce que normalement, le personnage est destiné à la mort telle qu'il l'est, c'est-à-dire un chef d'entreprise sans cœur et tout. Et finalement, soit du coup, la fin est un imaginaire d'une vie qu'il aurait pu faire si jamais. Et puis en plus, le symbole est très fort parce qu'à la fin, vu que son frère refuse avant qu'il se batte et tout, bah, finalement, il dédie le reste de sa fortune à son projet qui finit par s'écrouler. C'est-à-dire que toute sa fortune, elle disparaît. Ça, c'est un symbole très fort. C'est-à-dire que l'amour ne se trouve pas dans un espèce d'héritage, le destin de l'héritage où certains sont destinés à être grands et d'autres non, mais à justement l'amour et la simplicité de jouer aux cartes et justement d'avoir les cœurs. Donc, il y a ça. Et ouais, évidemment, on ramène au père, déjà parce qu'il a joué le père dans La vie aquatique, ce père qui meurt à la fin. Ah bah oui, donc là-dessus, il y a un fort symbole, et même en fait, peut-être même défier Dieu. Défier le père des pères, et le passage à un père peut-être plus sain. Pour le les coup. French Dispatch, tu parles des French Dispatch, c'est pareil. Dispatch, c'est le père de la presse, comme tu disais tout à l'heure. Et je ne sais pas si je jouais pas un père, le père dans un caméo rapide dans Darjeeling Limited, c'est pas lui qui jouait le patriarche. Ah, peut-être. J'ai un doute parce que je crois qu'il apparaissait vite fait,
Et il me semble que c'était ça. C'était un homme d'affaires, voilà. Non, c'était pas le père. Je regardais en même Non. temps, là. Mais bon, il y a Mais c'était toujours. un homme d'affaires. Eh ouais. Bah tiens, évidemment. Mais c'est intéressant ça. Et alors du coup, c'est vrai que bon, toutes ces apparitions noir et blanc, tout ça, la dernière apparition est assez énigmatique dans un sens où on voit. Et c'est pour ça que j'avais cette intuition qui mourrait vraiment à la fin avec sa fille. On voit sa fille avec lui au purgatoire, en noir et blanc et tout, remettre les cendres du grand-père. Donc, rédemption, où Corda pardonne à son père, parce que visiblement, c'est son père qui a créé le mal. Enfin, donc du Oui. coup, il y a toujours une origine au mal. Et il place les cendres qui étaient dans les reliques de la dernière boîte, là, avec les Mm. photos, le passé et tout. Et il est avec sa fille. Et je me demande justement, avec cette explosion barrage à la fin, je me demande s'il n'y a pas une idée qui serait mort et qu'en fait, cette finalité, comme tu l'as plus ou moins dit là, avec le jeu de cartes, le restaurant et tout, c'est pas juste le fantasme de la vie qu'il aurait aimé, la vie simple qu'il aurait aimé avoir avec sa fille. Et qu'en fait, cette fin n'existe pas. Enfin, c'est juste une vie alternative, quelque part. Oui. Et qu'en Ce qui fait, ils sont serait juste tous totalement morts possible. dans l'explosion de la grenade et de l'oncle juste avant, Oui, et quoi. puis en plus, surtout, c'est rigolo parce que ça revient régulièrement à chaque personnage qu'il croise. Veux-tu une grenade? À chaque fois, parce qu'en fait, il dit qu'il en a trop. Comme s'il avait trop de fragments, parce que la grenade, c'est quelque chose qui explose en milliers de fragments. Donc, le cœur, parce que la grenade, on pourrait presque voir ça comme un cœur explosif. Un cœur. C'est. Un Bah cœur oui. de guerre, un cœur qui crée la mort. Ah bah oui, C'est, le cœur de la guerre. C'est, bah, de toute façon, les choses les plus développées, moi, de l'arme atomique sont basées sur la grenade, la bombe. Donc oui, voilà. là-dessus, Et on en revient directement à ces essais de bombes atomiques dans Asteroid City, où ça explosait au loin et que pendant ce temps, tu avais des personnages qui avouaient leur amour à la fenêtre, quoi. Hein. oui, C'est, voilà. C'est-à-dire que l'amour ne peut pas coïncider avec, moi, le drame, en fait, qui se déroule en arrière-plan. C'est-à-dire que ouais, c'est ça qui était très fort dans Star City, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire qu'il faut dépasser la mort, le deuil, bah, la mort représentée bah, du coup par la bombe atomique et aussi par le deuil qu'il fallait enterrer. En plus, c'est drôle parce que bah, ils enterraient à la fin d'Asteroid City les cendres de leur ouais, mère ouais. et Et là, il y a le grand-père. ouais et là c'est le grand-père qu'on enferme dans le coffre-fort. En Ah, mais il plus, y a plein de symbole de choses. richesse. Ouais, et puis en plus, oui, c'est une sorte de. Oui, ouais, et t'as plein de choses, hein, l'élévation un peu là, vers le pardon et tout. Et dans Asteroid City, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui venait du ciel, qui était synonyme d'espoir, l'alien qui débarquait dans un des grands Oui moments de aussi. cinéma de 2023. Alors, clairement. Mmh. Donc, il y a plein de trucs comme ça, c'est très intéressant. Il y a aussi un aspect spirituel chez Wes Anderson. Je pense pas qu'il soit croyant. Je le verrais plus comme Non. agnostique, d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Cette parce que finalement, c'est pas, moi, en fait, la personne qui, en fait, dont, justement Corda veut l'amour, c'est une fille qui va s'éloigner peu à peu de la religion, même si elle garde sa dimension spirituelle, mais c'est plus une dimension moi, la seule chose qu'elle garde de la dimension spirituelle, c'est l'amour pour son prochain. À chaque fois quand elle prie, c'est pour la réussite de quelqu'un, pour qui m'a donné de l'affection, donner du courage à quelqu'un ou alors donner son cœur à quelqu'un. Plus que la dimension religieuse, rester sur ses bottes ou rester, dans le truc. Donc il faut briser le fait de rester dans ses bottes et chacun reste à sa place. Ouais, ouais, D'où apparemment, l'explosion du barrage, quoi. il a une éducation Mmh. catholique, mais je pense qu'il en revient un peu aussi, Anderson. C'est intéressant, ça. Bah, il est texan, hein, à la base, je Ah crois. bah Donc, oui. il n'a pas dû avoir une vie très facile sur ce point-là, parce qu'au Texas, ça peut être très rigide. Ah, d'ailleurs, on sent qu'il veut exploser cette rigidité à travers son cinéma, paradoxalement, en faisant des œuvres qui peuvent paraître esthétiquement et plastiquement rigides. Et Mmh. là, on le voit qu'il essaye de sortir ou ramener dans le champ ou ramener la caméra. C'est passionnant. On sent qu'il essaye de sortir. Peut-être qu'il essaye d'exploser. Il a fait peut-être exploser le barrage de son cinéma à la fin. Et peut-être que son prochain film Oui. sera très différent. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, quand il fait du stop motion, il sort un peu de cette rigidité aussi. Hein. Ah bah oui. Euh, je pense qu'il faudra. Allez, allez, on va faire un petit pronostic pour finir. À quoi ressemblera le prochain Wes Anderson? C'est difficile de le dire, mais moi, je dirais que son prochain, ça sera retour à la stop motion. Voilà. Allez. Moi, je pense, ouais. Allez. Parce qu'il en a moi, on sent qu'il en a envie parce que, bah, le cœur émotionnel d'Asteroid City, celui qui marque la bascule pour, moi, accepter le deuil et pouvoir partir, du coup, du lieu enfermé, la pièce de théâtre et la ville, c'est l'alien qui vient et c'est
autre chose, quelque chose qu'ils ne pouvaient jamais espérer avoir ou voir de leur propre vie, l'amour, le deuil, moi, la fin du deuil et accepter son prochain. Bah voilà. Bon, vous l'avez compris, hein, ce film. Alors, c'est pas une question de vie ou de mort, de l'aimer ou de pas l'aimer, hein, mais Oui, c'est vrai que cette idée-là, voilà. Mais on l'a beaucoup aimé et c'est surtout qu'il nous fait réfléchir, il nous fait cogiter. Alors à chaque fois avec Wes Anderson, on est gâté. Hein. Ah, oui. cinématographiquement, réflexion thématique, ouverture méta, réflexion sur son propre cinéma. C'est Ah bah oui, remarquable. Et là, ce film, ah bah en oui. plus, réflexion sur le monde. Et oui, parce que là, ça Ah fait bah deux oui. films d'affilée où il réfléchit profondément sur le monde, même s'il le faisait Et puis, déjà avant. puis Hein. déjà, l'île aux chiens, Oui, c'est bien une question sûr. politique aussi. Ah, Hein. c'est pas C'est-à-dire, Disney. moi, la guerre entre les chats et les chiens, hein. Cette guerre Voilà. ancestrale des deux animaux les plus cautionnés par l'être humain, en C'est vrai. plus. Mais bon, voilà, je sais pas pour conclure, voilà, vous êtes ici, vous l'avez vu le film, donc on vous demande votre avis. Allez, Oui, voilà, non, on aime bien dialoguer avec vous en commentaire. Et je sais que certaines personnes se sont récemment un petit peu plaintes parce qu'on n'était plus sur Spotify. Bon, on va reprendre ça, hein, on vous promet. oui, Et la personne qui mettait un peu sur Spotify ces derniers temps était très occupée, notamment par le Festival de Cannes. Et je sais que vous faites ça à deux, oui, hein, il me semble, sur Spotify. oui, oui. Voilà. C'est vrai que c'est voilà, beaucoup de choses, mais on vous promet que c'est vrai que c'est plus pratique pour certains et certaines d'être sur des plateformes à nous écouter. Oui, je vais essayer de re-uploader ça, parce que vu qu'on a sorti un peu moins de vidéos, ça va peut-être un peu plus rapide de Oui. reposter tout ça. Je vais essayer, promis. Et puis, Wes Anderson, on vous attend au tournant. Donc, même si vous n'avez pas aimé le film, hein, bien sûr, on vous lira avec Oui, plaisir dans vos arguments, évidemment. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Sur Instagram récemment, il y a plein de reels du Festival de ouais, Cannes. Je crois qu'il y en a d'autres qui vont être postés là. Enfin, il y a des rushs qui traînent là. Encore quelques oui, petites surprises sur Twitter, enfin X maintenant, sur le ouais, réseau voilà. préféré de Donald T, hein, dont on va pas citer le nom. Qui est peut-être que le corda moderne, je ne sais pas. En tout cas, Peut-être. merci. Ah, mais merci à vous toutes et à vous tous de nous Oui. suivre. C'est toujours important d'échanger avec vous et de transmettre ce qu'on peut de nos. Parce que là, on atteint bientôt la deuxième année de la septième illusion, quand même. Moi, on me touche à la fin, là, on va entamer la troisième année, quand Et même. on va attaquer la troisième saison de Ouais. la septième illusion bientôt. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, donc voilà, Une merci aventure. toujours de nous suivre, ouais, de suivre nos aventures, d'écouter nos avis, et de poster souvent des commentaires pertinents, vos Ouais. avis, et on prend toujours un immense plaisir à les lire. Et voilà, nous, c'est nous qui posons la carte du cœur. Voilà, la carte du cœur, n'est-ce pas? Et voilà, on pose le cœur là. Après, vous pouvez nous balancer des pics si vous voulez en commentaire. Oui, C'est amusant. Tant qu'on reste pas sur le carreau derrière. Bon, c'est dommage avec trèfle, on peut pas faire de jeu de mots. C'est ouais, non. compliqué. Mais voilà. En tout cas, peut-être des surprises qui arrivent avec d'autres concepts, mais ça, on reste mystérieux pour l'instant Mm. aussi. Voilà. Et on vous dit à très, 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 très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.